روحي صارت عليلة قالوا لي من شتيلة قالوا لي مرة من هنلو تدري يا شتيلة روحي صارت عليلة الله يا شتيلة قلبي صاير حارجني قالوا ببرج البرجني رحت لحكي للجيران قاموا جابوا للجنة قلبي صار حارجني يا برج البرج. Bonjour et bienvenue sur Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 et sur www.rfpp.net. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale car dans le cadre du mois de la Palestine, la radio FPP organise des émissions spécialement dédiées à cet événement. Aujourd'hui, donc, pour en parler, nous recevons Monsieur Hamzat Boukari qui est historien. Bonjour Hamzat. Bonjour. Et également Madame Rania qui est une militante, c'est une Palestinienne, ça il faut le préciser, et qui est une militante très très active. Bonjour Rania. Bonjour. Alors effectivement, je suis très heureuse que vous soyez avec nous aujourd'hui parce que tout le monde le voit, on en parle un petit peu, peut-être que ça ne fait pas grand bruit, mais tout de même de ce mois de la Palestine. Et on aurait aimé savoir qu'est-ce qui se passe autour de ce mois de la Palestine, quelles sont les différentes activités qui sont mises en place et aussi par rapport à ce conflit, à ce sempiternel conflit, il n'est jamais pratiquement terminé, qui se déroule de l'autre côté aussi en Israël, le conflit israélo-palestinien. J'y arriverai. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, nous allons en parler un petit peu. Et mesdames, messieurs, je vais d'abord me tourner vers Rania, honneur aux dames. Rebonjour Rania. Bonjour. Vous êtes palestinienne. Et ce qui est très intéressant, parce que là, en off, avant le démarrage de l'émission, vous m'avez filé un petit tuyau. Vous avez dit que vous n'avez jamais été en Palestine. Non, malheureusement, non. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai Hamzat, qui est un Français, mais lui, il a été en Palestine. Vous voyez ça? C'est extraordinaire parce que l'un et l'autre, vous allez nous donner le regard que vous portez, le regard virtuel et le regard vrai sur la situation qui se passe actuellement en Palestine. Alors, je me tourne vers vous. Dites-nous un peu, vous, aujourd'hui, le sentiment que vous éprouvez face à par rapport à cette situation qui se déroule dans ce pays et aussi au mot de la Palestine. Que ça vous inspire, vous? Ça m'inspire beaucoup de choses. Ça m'a toujours énormément inspiré, de toute manière, la Palestine, de par mon origine, de par le fait que justement je n'y suis jamais allée, de par ce qui se passe là-bas actuellement depuis 70 ans. Donc personnellement j'ai toujours été très active, donc justement pour me rattacher au maximum, donc d'une part à mes origines. Et quand bien même je n'aurais pas été palestinienne, je pense lorsqu'on a un tant soit peu d'humanité, on ne peut que se pencher sur la situation palestinienne et vouloir s'y intéresser ou même militer pour. Voilà. Et donc, oui, il y a énormément, heureusement, il y a beaucoup d'initiatives autour de la Palestine. Donc, l'initiative, pour moi, la plus importante ce mois-ci, qui va se dérouler donc, du 23 mai au 5 juin, c'est le festival Ciné-Palestine. Donc, nous en sommes à la 2e édition, donc je fais partie aussi de ce festival. Et là, c'est l'occasion justement de montrer tous les films qui ont été réalisés ou produits par des artistes palestiniens et qui sont très, 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 très talentueux et qui, malheureusement, il n'y a pas encore assez de visibilité. Donc là, mais sinon, il y a toujours énormément d'événements. Encore le 4 juin, il va y avoir un événement à Mantes-la-Jolie. Donc ça va être aussi autour de la Nakba. Est-ce que vous nous précisez ce que c'est que la Nakba? Peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est la Nakba. Alors la Nakba, ça représente... Enfin, la Nakba, c'est le mot qui veut dire la catastrophe. La catastrophe, pour nous, palestiniens, c'est 1948, l'année où... De la création de l'État d'Israël. Exactement. Et l'année où nous avons donc été expulsés du pays. Voilà. Et donc, d'où maintenant nous avons donc le statut de réfugiés, d'exilés, de ce que vous voulez. D'accord. Très bien, merci. Nous en parlerons davantage tout au long de cette émission. Je me tourne vers vous, Monsieur Hamzat Boukari, vous qui êtes historien. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous planter le décor par rapport à cette situation, à ce conflit israélo-palestinien? Alors, planter le décor, c'est quelque chose de relativement complexe, en sachant qu'on est sur un territoire qui est extrêmement petit. Lorsqu'on est sur place, on se rend compte réellement de la taille du conflit et de la répercussion que ça peut avoir à l'échelle mondiale. On est dans un territoire où on ne sait pas trop où on est, en raison notamment de la politique israélienne concernant les frontières et l'occupation.
Et puis aussi, on est dans un espace qui est très clairement ségrégué, incontestablement, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue social, culturel, à tous les niveaux. Et cela se ressent d'autant plus dans mon cas que je suis noir, et que la question des Noirs en Israël est quelque chose d'assez particulier, que la solidarité afro-palestinienne entre Africains et Palestiniens participe également de cette résistance que l'État d'Israël, en particulier depuis le 11 septembre 2001, est en train de transformer comme étant du terrorisme. Donc là, il y a également un rapport asymétrique entre la violence utilisée par l'État d'Israël vis-à-vis de tous ceux qui contestent sa légitimité qui n'est pas reconnue à l'échelle internationale, et les moyens de ceux qui se défendent, qui tentent de faire respecter la culture et l'identité palestinienne. Donc on est dans une situation de colonisation rampante, agressive. L'État d'Israël continue à coloniser tout en demandant ou en appelant à des négociations de paix, mais on ne peut pas négocier tant qu'on reste dans ce rapport de force. Et de l'autre côté, côté palestinien, la situation est assez compliquée puisque le mouvement est divisé. Il a toujours été divisé. Absolument. Ça a toujours été l'intérêt des Israéliens, mais également des Américains, de le diviser pour le discréditer. Et on voit que Mahmoud Abbas, qui représente cette autorité palestinienne, n'a pas réellement d'autorité, qu'il est contesté par une grande partie de la jeunesse qui veut autre chose. Du Hamas aussi. Également, et qui réclame des changements radicaux, je pense. Très bien. Je me retourne vers vous, effectivement, à distance. Cette situation complexe, quand même, telle que l'a décrit tout à l'heure Hamzat, et qui, au sein même de la Palestine, du peuple palestinien, c'est cette dissension qui, peut-être quelque part aussi, ne font pas qu'on puisse progresser vers... C'est vrai que la communauté internationale, pour ne pas dire Israël, ça l'arrange vraiment, parce que la manière de gouverner, on le dit toujours, il faut diviser pour mieux régner. Pourquoi est-ce que les Palestiniens eux-mêmes acceptent cet état de fait? Parce que quel qu'en soit le cas, le rapport de force est toujours de l'autre côté. Est-ce qu'il n'est pas temps que l'État de Palestine aujourd'hui, qu'au sein de l'autorité palestinienne, et le Hamas d'ailleurs, qui est quand même une espèce de solidarité pour enfin sortir de cette impasse, pour faire front commun face à l'État d'Israël? Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que les Palestiniens acceptent ce qui se passe en ce moment et depuis toujours. Les Palestiniens ont toujours été dans la résistance. Sans la résistance palestinienne, clairement, il n'y aurait même pas d'autorité palestinienne. Il n'y aurait pas du tout de peuple palestinien, qu'on le veuille ou non. Il est toujours là. Oui, mais est-ce que la résistance n'est pas au niveau du peuple, au lieu que ce soit par exemple l'autorité palestinienne quand il était là, Yasser Arafat, mais même le Hamas, à un moment, la branche armée, il n'y avait plus un lien fort entre les deux. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que, au lieu d'aller avec le peuple et ce qui est le pouvoir en place pour aller front commun contre l'autre, le fait qu'il y ait toujours ces petites dissensions fait que même le pouvoir du peuple aujourd'hui, la lutte du peuple, ça on ne peut pas le nier, n'arrive pas à aboutir? De toute façon, moi je suis persuadée que la libération arrivera par le peuple, quoi qu'il advienne. J'ai peu d'espoir vis-à-vis de l'autorité en place. Et je ne sais pas du tout ce qui nous attend dans le futur. Mais de toute évidence, la libération arrivera par le peuple. Et moi, j'ai confiance en le peuple. Quand? Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est par là. Et comment est-ce que ce peuple aujourd'hui peut lutter? On a vu les différentes intifadas. Aujourd'hui, on parle plutôt de l'intifada. Il y a eu l'intifada en 2009, si mes souvenirs sont exacts, qui a fait plus de 2013 ou 2012, qui a fait plus de 3000 morts, plus de 2000 morts palestiniens. C'était l'intifada des pierres. Mais aujourd'hui, c'est l'intifada des couteaux. Les gens en arrivent à se défendre avec les couteaux. Comment est-ce que ce peuple-là, est-ce que c'est de cette façon qu'il peut s'en sortir? Parce que la résistance, on sait qu'il y a le boycott. Est-ce que c'est aussi l'un des moyens qui peut aider à aboutir à quelque chose? Alors, moi j'ai un avis très net concernant le boycott, sur le BDS. Le boycott est une arme pas importante, essentielle pour contrer l'État d'Israël. Israël, clairement, a peur du boycott, et avec tous ses alliés, ils font en sorte de rendre le boycott illégal. C'est le cas actuellement en France, où maintenant toutes les personnes qui font partie du mouvement BDS ou les personnes qui disent clairement vouloir boycotter l'État d'Israël est considéré comme hors la loi. D'ailleurs, il y a des procès en cours pour ces personnes-là.
Alors que dans certains pays, il y a d'autres pays où le boycott est tout à fait légal. Mais voilà, au Royaume-Uni, ça commence aussi à tendre justement vers l'illégalité du boycott. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça marche. Ça marche. Et effectivement, on a pu le voir notamment durant le conflit à Gaza en 2014. Le boycott a fait baisser les cours de plusieurs grosses entreprises. Il y a SodaStream qui a complètement fermé son usine. Il y a plein d'exemples comme ça. Donc, et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, justement par rapport à la similarité et la solidarité avec les pays d'Afrique, et notamment, je tiens à rappeler, la similarité avec le cas de l'Afrique du Sud, où Mandela a appelé au boycott, et ça a fonctionné. Et là, tout le monde était d'accord. Et donc, moi, je me demande pourquoi aujourd'hui on refuse le boycott de l'État d'Israël. Voilà. Moi, je me tourne vers Hamza qui pourrait nous demander qui a peur de voir la naissance d'un État palestinien ? Qui a peur ? Je ne parlerai pas de peur, je crois plutôt qu'il y a de la part d'Israël la volonté de maintenir cet état de terreur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'évidemment le boycott économique a un rôle, il pèse, mais aujourd'hui Israël est le leader dans tout ce qui est lié à la sécurité militaire, aux nouvelles armes technologiques que l'on utilise un peu partout dans le monde. Israël propose à beaucoup d'États africains justement de les former sur des questions sécuritaires. Et c'est justement sur la guerre et la perpétuation de la guerre qu'Israël est en train de chercher à se perpétuer en tant qu'État illégal. Donc, bien évidemment, tous les conflits qui s'allument un peu partout dans le monde doivent attirer notre attention sur ce fait. Et dans certains cas, ils ont tendance à vouloir masquer la politique de terreur et de terrorisme qu'applique l'État d'Israël vis-à-vis des Palestiniens. Maintenant, je ne suis pas certain que le boycott soit suffisant, parce que je crois qu'il y a également une situation sur place qui est assez compliquée. Israël a beaucoup de moyens de contourner ce boycott et les utilise à chaque fois. Il y a également des menaces effectivement très pressantes de la part notamment de dirigeants israéliens qui ont clairement dit qu'il faut éliminer les gens qui défendent ce boycott, donc BDS. Et je crois également qu'il faut se tourner vers les soutiens indéfectibles à l'État d'Israël, notamment les États-Unis, la France aussi d'une certaine manière, on le voit très clairement, et tenter de voir... Mais ce n'est pas ce que pensent les Israéliens, parce que Netanyahou dit que la France a un petit côté partisan. Il parle du côté de la France. Oui, mais je crois que c'est un coup de poker de Netanyahou. Il sait très bien ce qu'il faut dire pour justement obtenir davantage de la France. Et je crois que la France considère par exemple le CRIF comme quelque chose d'institutionnalisé du point de vue des relations internationales, alors que ça n'a pas lieu d'être. Je crois que la France est très susceptible à chaque fois qu'Israël dit quelque chose et qu'il y a un passif lié à la manière dont ce pays a traité les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'il faut laver, et que du coup la France n'arrive pas à se dépêtrer de son soutien indéfectible à l'État d'Israël et de quelques positions pro-palestiniennes qui sont bien souvent hypocrites et minoritaires. Je crois également qu'il faut contextualiser la situation, puisque on a deux zones. Donc on a bien évidemment Gaza qui est bloquée, dans laquelle je n'ai pas pu personnellement aller, puis la Cisjordanie. Et dans les deux zones, le point de vue est un peu différent. Effectivement, du côté de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est également, les positions sont différentes. On a effectivement une jeunesse palestinienne qui est en train de se faire séduire, je crois, par des artifices qu'Israël est en train de lui promettre concernant justement cet accès à une vie, entre guillemets, libérale, mondialisée, etc. Et d'autres plus conscientisés, plus politisés qui résistent. Et c'est cela qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, on a dans les prisons israéliennes des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans. Donc il y a des enfants qui sont aujourd'hui emprisonnés par l'État d'Israël sans aucun motif. Et je crois que tout cela devrait amener réellement, je ne dirais pas la communauté internationale parce que ça ne veut rien dire, mais des instances, des institutions à se prononcer sur le fait qu'un certain nombre de dirigeants de cet État, entre guillemets, mériteraient d'être jugés à l'échelle internationale. Très bien. Effectivement, parlant de la communauté internationale, nous savons que la France a proposé une conférence sur la Palestine qui devrait avoir le 30 mai, le mois en cours. Mais il y a quelques heures, on apprend que cela a été changé tout simplement parce que le ministre des Affaires étrangères américain, John Kerry, n'est pas disponible le 30 mai.
Donc, étant donné que la voix des Américains porte, ne pourrait pas être là, oui? Une petite précision, oui? En fait, il faut préciser que Obama est sortant, donc on suppose que c'est Hillary Clinton qui va reprendre l'affaire. On sait qu'Hillary Clinton est pour la perpétuation donc, de ce chaos et supporte très largement donc, l'État d'Israël. Donc, je pense qu'on est dans une période de passation à ce niveau-là et que du coup, il y aura probablement un gel de tout ce qui est tentative de négociation par la suite, le temps qu'une nouvelle administration américaine arrive qui sera encore plus favorable, je pense, à l'État d'Israël. Mais est-ce que Obama ne souhaiterait pas sortir aussi, peut-être par la grande... On sait qu'il y a eu de nombreuses tentatives qui ont été faites d'essayer de résolution de ce problème. Malheureusement, rien n'y a fait. On n'a pas pu avancer d'un iota. Est-ce qu'aujourd'hui, Barack Obama, étant justement, comme vous le dites, le crépuscule de l'administration Obama est à son crépuscule, est-ce qu'il ne pourrait pas tenter quelque chose? Parce que là, John Kerry dit qu'il ne peut pas être disponible le 30 mai. On l'attend pendant l'été. Et est-ce que vous ne pensez pas qu'il pourrait peut-être peser de tout son poids pour pouvoir obtenir enfin, oui? Alors, honnêtement, Obama, c'est une grosse arnaque depuis le début, clairement. C'est-à-dire c'est-à-dire que je pense que lorsqu'il a été élu, le monde musulman a cru, a espéré voir en lui le grand sauveur qui allait enfin concilier donc le monde musulman avec le monde, avec les Européens ou avec les Américains ou encore avec les Israéliens, trouver une solution au conflit israélo-palestinien, mais ce n'a été que du vent. On sait très bien que Obama a toujours été, influencé par le lobby sioniste qui est très puissant aux États-Unis. Il n'a absolument rien fait. Donc là, clairement, il va... Rien fait ou rien pu faire? Non, il n'a rien fait. Non, honnêtement, il n'a rien fait. Clairement, je veux dire, c'était... Pourtant, les relations avec Netanyahu ne sont pas bonnes entre les deux hommes, justement, parce qu'il trouve que Obama n'a pas la même politique que les autres chefs d'État américains. Mais c'est pas difficile de fâcher Netanyahou, à vrai dire. Ou on est à 1000% avec lui, on dit amen à tout ce que dit Netanyahou, ou alors on passe tout de suite par le vilain petit canard, pour être le vilain petit canard. Eh bien, Obama l'est pour lui, alors. Il est le vilain petit canard. Donc clairement, Obama, il en a juste peut-être pas fait assez, mais il est clairement pas pro-palestinien. Alors, Obama a très clairement servi de manière indirecte les intérêts d'Israël, puisqu'il a soutenu et quasiment organisé donc la guerre de Libye. Il l'a d'ailleurs reconnu, c'est l'un de ses regrets, entre guillemets. Et on sait bien qu'une grande partie des freins qui étaient posés à Israël tenaient en fait à la position de Muammar Kadhafi, notamment par exemple au niveau de l'Union africaine, puisque Israël était membre observateur de l'ancienne OUA, et lorsqu'elle a été refondée par Kadhafi, Kadhafi a mis le veto pour que Israël n'ait pas de statut d'observateur, alors que la Palestine en a un à l'Union africaine. Et ça ne lui a jamais été pardonné par les Israéliens. Aujourd'hui, il tente de revenir dans l'Union africaine. C'est un peu compliqué, peut-être qu'on pourra développer par la suite. Moi, je me rappelle, j'étais à Tel Aviv lorsque Obama est venu en Israël, et ça a été une campagne de communication savamment orchestrée. C'est-à-dire qu'on l'a invité, notamment donc à un dîner d'ouverture, on l'a mis à côté tout simplement de la première Miss Israël noire, à une époque où justement les Noirs en Israël se faisaient et continuent de se faire massacrer. Pas que les falachas. Les falachas, c'est encore un autre problème. Disons que je parle plutôt des migrants. Et je crois qu'il est très important de constater que Obama n'a pas été en mesure de peser sur quoi que ce soit parce qu'il n'avait pas du tout une maîtrise des enjeux ni du rôle qu'il aurait pu jouer dans l'histoire. Merci. La paix commence par éviter de lui causer des torts. On se contente pas de la réciter, la crier haut et fort. Car quand on pousse un esprit à devenir son décor, pour en tirer que le côté où le dialogue est mort, cela témoigne clairement de la volonté d'un État qui saisit des lopins de terre. Car la violence grimpe d'un étage, la complicité des médias, qu'aime négliger les détails, facilite les amalgames pour que la vérité s'écarte de l'opinion publique. International, crois-moi qui gère, y a toujours de la matière pour nourrir notre imaginaire. Une part de vérité sortie de son contexte ne constitue en aucun cas un argument crédible, c'est clair, apparemment. Pas pour tout le monde, même s'il y en a qui ont compris. Pas beaucoup le montrent, donc laissez-moi parler de ces gens que l'on marginalise avec la précision qui manque aux 3/4 des journalistes. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences, énormément d'ambiguïté pour pas assez de bon sens. La vérité est derrière les murs, et sans mensonge, on y verrait plus clair, c'est sûr.
Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. Loin des clichés, vite un peuple éparpillé comme un éclat de verre figé. Pays quadrillé, divisé par des routes sécurisées, des frontières internes pour relier les colonies entre elles et mettre un terme à la notion de liberté dans la tête des gens. La politique d'amertume absolue par excellence. Car quand une terre se retrouve derrière un nouveau checkpoint, il y a tout un mécanisme pour que sa production cesse. Tombe toute une administration derrière les refus d'avoir accès à ces terres que la jachère tue. Poussée à la vente, seulement là, elle n'a pas de prix. Alors les paysans attendent décider à ne pas partir. Et c'est ainsi que tout le monde est obligé d'attendre. C'est devant les barrages que l'évolution se fragmente. Cette politique nourrit les malaises et les pénuries. Pour immobiliser un pays, il faut fermer ses usines. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences. Énormément d'ambiguïté, pour pas assez de bon sens. La vérité derrière les murs, et sans mensonge, on y verrait plus clair, c'est sûr. Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. La libre circulation est primordiale dans toute société. Elle confirme l'autonomie, la vraie, pas la prospectée, pas celle qui se vend trop cher pour un oppressé qui manque pas de cran face à ce plan très bien orchestré. Les colons monopolisent les conditions d'une vie normale. Les Palestiniens subsistent malgré qu'il n'y ait pas d'eau potable, malgré les marchés vides et les boutiques fermées, malgré qu'il faut marcher vite quand les soldats s'excitent. Dans les camps de réfugiés, sans but sur horizon, dans les villes assiégées par des tanks et des canons, toutes les fibres d'une civilisation existent, mais elles sont assaillies par un cancer progressif dû à la malinterprétation d'une prophétie qu'Israël cautionne pas officiellement, précise. Cette politique nourrit les malaises et les pénuries, vu que l'inactivité tue bien plus que les fusils. Sachez qu'il n'y a pas qu'un mais plusieurs murs bâtis en cercle. Comment faire un état composé de prisons à ciel ouvert? Où est passé le bon sens, la clarté d'esprit? Qu'en reste-t-il? Hypnotisé après des speeches. Laissez-moi vous dire que ceci n'est pas une guerre, mais une colonisation dans tous les sens du terme. La censure intellectuelle en est la plus grosse preuve, la moins visible. Étant donné que des gosses meurent, il est facile de dire que les kamikazes sont tarés. Mais tu ferais quoi? Enfermé dans 100 km²? T'aurais des rêves, des ambitions, qu'est-ce que tu vas me dire? Faut apercevoir l'horizon pour imaginer l'avenir. Quelle perspective peut-on avoir face à des murs gris sur lesquels les oppresseurs effacent les marques des tueries? Cette politique nourrit les malaises et les pénuries. Même les étudiants remuent ciel et terre pour se donner du riz. Colonisation déguisée, à l'abri des consciences. Énormément d'ambiguïté, pour pas assez de bon sens. La vérité derrière les murs, et sans mensonge, on y verrait plus clair, c'est sûr. Comment envisager la paix? La justice et l'égalité se sont échappés. Que reste-t-il de la liberté? Une fleur dans un bocal qui lutte pour ne pas se faner. Beaucoup pourront crier au discours passionnel, mais comme constat, je pouvais pas faire plus rationnel, non. Surtout que je m'appelle pas TF1 non plus, je suis pas président. Je suis juste venu souligner quelques faits évidents. Donc tenez, quelques vérités cachées dans ce monde où il est facile de se faire un avis sur ce qui vous semble être une guerre. Ouvrez les yeux, ou du moins ne les fermez pas. 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 Du moins, ne fermez pas les yeux, encore moins vos oreilles. Restez toujours à l'écoute de Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 et sur www.rfpp.net. Nous sommes toujours dans ce studio en compagnie de nos invités, Rania, qui est une Palestinienne militante et très active, et aussi M. Hamzat Boukari, qui est historien. Nous parlons effectivement du mois de la Palestine et des différentes activités qui se mènent autour de ce mois. Mais avant de revenir à ce mois vraiment de la Palestine, nous voulons un peu rentrer encore dans ce conflit qui dure depuis très très longtemps et qui n'a que trop duré pour de nombreuses personnes. Nous revenons sur ce qui a été dit par M. Boukari, qui avait amorcé une esquisse de réponse par rapport aux raisons pour lesquelles la communauté internationale, malgré toutes les tentatives qui ont été faites, n'arrive pas à déboucher, à débloquer cette situation. Alors moi, je reviens vers vous, monsieur. Qu'est-ce qui achoppe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce conflit, ça fait un peu plus de 22 ans que la communauté, entre guillemets, internationale essaye de faire ce qu'elle peut. Bien ou pas, moins bien, ça, c'est discutable. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir? On n'arrive pas à sortir avec une solution, tout simplement parce qu'on est dans un espace qui est extrêmement stratégique et crucial pour l'ordre international. Donc il y a énormément d'intérêts en jeu, économiques, énergétiques, culturels, géopolitiques, idéologiques également, puisqu'on est dans un affrontement qui concerne notamment donc l'expansion du sionisme, puisqu'on voit qu'Israël continue à s'agrandir.
Donc cela touche aussi, je pense, à la nature coloniale et impérialiste de la plupart des États qui tentent d'apporter des solutions. Donc la France, qui au passage est régulièrement condamnée pour les mêmes faits vis-à-vis de Mayotte, l'occupation de Mayotte au niveau de l'océan Indien, mais également les États-Unis, dont on connaît leurs intérêts dans cette région, notamment avec l'Arabie Saoudite et d'autres acteurs sous-régionaux qui sont totalement manipulés. On pourrait également citer le cas de l'Égypte, puisque Gaza fait l'objet d'un double blocus israélien et égyptien. Donc il y a aussi une partie de la réponse qui se trouve du côté africain, mais également du côté arabe. Alors pour le moment, le prétexte très souvent sorti à la fois par Israël pour justement couper court aux négociations, c'était le fait qu'il n'y avait tout simplement pas d'interlocuteur en face. Et lorsque les Palestiniens font des élections et choisissent leurs représentants, eh bien, Israël fait une pirouette en disant que ces interlocuteurs ne sont pas crédibles et ne sont pas légitimes. Donc là aussi se pose une problématique, une question de légitimité, tout en sachant que du côté israélien, la société israélienne est extrêmement inerte. Et c'est une société qui est ultra militarisée. C'est-à-dire qu'Israël se prépare dès 1948 à une occupation, une guerre d'usure, et que malheureusement, il est très peu probable que cette guerre d'usure prenne fin. Donc on voit bien que des deux côtés, il y a des crispations. Très clairement, aujourd'hui, la Palestine est en train de disparaître. J'ai même tendance à penser que la Palestine n'existe plus quand on voit à quoi ressemblent les colonies qui sont placées donc sur le territoire palestinien. Ce sont des îlots californiens, des trucs qui ne ressemblent à rien, qui dénaturent radicalement le paysage avec des autoroutes qui traversent les champs palestiniens. Bref, il y a une Palestine qui est totalement scarifiée de part en part et qui est de plus en plus asphyxiée avec cette logique de circulation, de contrôle de circulation, de contrôle des flux. Le mur qui est construit est illégal. Le mur continue à s'étendre à d'autres endroits. Donc il y a tout cet ensemble de condamnations qui, à mon sens, montre la faillite totale de l'Organisation des Nations Unies, qui est partie prenante dans cette affaire. Donc aujourd'hui, il faut repenser, je pense, un cadre géopolitique différent. Je pense qu'il faut également travailler sur des questions d'éducation, aussi bien donc côté israélien que côté palestinien. Donc cela passe, je pense, par des structures qui soient en mesure, entre guillemets, de se distancier de la chaleur de ce conflit et d'apporter, je pense, de la tempérance, en sachant que on est très clairement dans un déséquilibre qui repose finalement sur ce rapport d'hégémonie entre un Nord, sachant que ceux qui accentuent la politique de répression israélienne sont souvent des colons venus des États-Unis, venus de France, qui viennent aussi de ces pays-là avec une identité et un sentiment de supériorité, une forme de haine, de racisme dont ils ont été imprégnés dans les sociétés occidentales et qu'ils reconstruisent au niveau d'Israël. Donc c'est, à mon sens, un gros travail qui, je crois, doit également mobiliser les psychanalystes. C'est pour ça que je pense qu'un penseur comme Frantz Fanon a énormément d'importance à être étudié et traduit dans cette société, parce que c'est lui qui, à mon sens, peut, à travers les travaux qu'il a faits, aider à déminer ce terrain, tout en sachant que tout autour, il y a bien évidemment un contexte international bouillant et que tout le monde se demande effectivement comment se fait-il que la région soit à feu et à sang et que bizarrement Israël ne soit pas concerné par ce qu'on appelle État islamique. Donc là aussi, il y a des choses concernant la politique. De complotisme. Non, l'État d'Israël a une politique impérialiste. L'État d'Israël participe à des interventions dans un certain nombre d'endroits, et je ne pense pas qu'il puisse s'agir de complotisme. Maintenant, on voit très bien qu'il y a des îlots de sécurité qui sont créés et des îlots d'instabilité qui sont également créés de l'autre côté, et tout cela favorise finalement les affaires donc, de Netanyahou. Est-ce que la guerre en Syrie n'a pas un peu éclipsé la résolution, que tout le monde est allé maintenant, parce que la communauté internationale est comme ils sont tous au chevet de la Syrie là maintenant pour résoudre le problème avec Daesh, etc. Ce qui fait que ça a éclipsé le véritable problème qui est celui israélo-palestinien, le problème de résoudre la résolution de ce conflit. Non, honnêtement, je pense que c'est totalement différent. Enfin, ça n'a rien à voir. Enfin, non, pas que ça n'a rien à voir, mais c'est qu'on est focalisé là-dessus. On a oublié qu'il y avait un autre conflit très important. Je pense pas qu'on a oublié. Non. Je pense pas qu'on a oublié. Est-ce que les intérêts sont différents? Enfin, pas tout à fait. Est-ce que je rejoins aussi... Enfin, comme pour la Palestine, il y a des intérêts politiques, économiques évidentes avec ce qui se passe actuellement en Syrie. Mais je voulais revenir sur le point de tout à l'heure, sur la question que vous avez posée. Oui.
ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on demande à la Palestine de résoudre le problème qu'elle a actuellement et depuis longtemps avec Israël, comme si c'était deux acteurs de poids égal. Il y a un total déséquilibre. La Palestine a toujours été convoitée, historiquement parlant, elle a toujours été convoitée par l'Europe. D'ailleurs, avant 1948 et au début du siècle, il y avait l'Angleterre qui avait colonisé. Et ensuite, donc, bien sûr, donc, il y a eu le partage, etc., donc, avec la création de l'État d'Israël. Et on demande à un État, si on peut appeler ça un État, de se débrouiller avec Israël, qui a le soutien de tous les pays, quasiment, dont bien sûr les États-Unis, la majorité des pays européens. Mais c'est totalement déséquilibré. C'est totalement déséquilibré. Tous les accords d'Oslo, oui, toutes les résolutions, tout ça, ce n'est pas respecté. Il n'y a personne pour remettre en place Israël, pour leur dire comme quoi, attention, là, vous êtes hors la loi. Personne qui est là pour remonter les bretelles à Israël. Et ce qui est évident, c'est que l'autorité palestinienne n'en a pas les capacités. C'est pas possible. Là, c'est vraiment David contre Goliath. C'est clair. Et c'est de l'hypocrisie ce qui se passe actuellement. C'est une hypocrisie, mais évidente. Mais je peux dire que les Palestiniens ne sont pas aussi aidés par les pays arabes. On sait qu'un pays comme l'Arabie saoudite n'a véritablement pratiquement pas pesé de son poids pour aider la Palestine à sortir de la situation. Mais pourquoi ? À un moment, on peut se poser la question, pourquoi les pays arabes ne peuvent pas aussi faire front pour aider ? Mais l'Arabie saoudite est devenue Arabie saoudite depuis quand ? L'Arabie saoudite est devenue ce qu'elle est aujourd'hui grâce aux États-Unis. Donc elle lui doit, c'est un devoir de reconnaissance. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'elle va aller aider la Palestine ? Elle n'a aucun intérêt à aider la Palestine. Mais à vous entendre, la situation est tellement gravissime, tellement d'un pessimisme qu'on se dit qu'on n'en sortira jamais. Enfin, il n'y aura jamais d'État palestinien. Est-ce qu'à un moment, quand même, il faut qu'on espère, qu'on dise que non, il y a quand même des petites choses qui sortent de l'ombre. Il y a quand même du positif. Parce que quand on écoute, par exemple, la société civile hier, par exemple, la société civile israélienne et palestinienne, il y a des gens qui veulent la paix. Les deux qui essaient de se battre pour sortir. Parce que, je dis, l'État d'Israël, ce n'est pas forcément la population israélienne. Je crois que les deux étaient à personnes qui aspirent à vivre, je ne sais pas, à vivre dans la guerre permanemment. C'est assez difficile. Est-ce qu'il n'y aura pas un moment, un jaillissement comme ça, un sursaut d'un des deux côtés, comme ça, pour essayer de mettre un terme à ce conflit qui n'a pas trop duré? Moi, j'ai espoir en la jeunesse palestinienne. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis persuadée que la libération ou bien la création d'un véritable État palestinien arrivera par le peuple et nos enfants. C'est pour ça qu'il est très, très, très important de travailler contre l'oubli. Nous avons une culture, nous avons un héritage historique, traditionnel, qui est extrêmement riche et important, et on continue à le perpétuer. Tant qu'on continue à le perpétuer et à en parler, il y aura un jour espoir effectivement d'avoir la création d'un État. Mais moi, comme j'ai dit encore une fois tout à l'heure, je ne pense pas que ça sera pas politique. Oui, en fait, je crois que ça a été rappelé, c'est-à-dire qu'on demande à la Palestine de donner des concessions que l'on ne demande absolument pas à Israël. On demande aux Palestiniens de renoncer à la violence, mais on ne condamne jamais la violence de l'État d'Israël. On demande à chaque fois des concessions aux plus faibles. Et ça ne tend qu'en fait qu'à l'affaiblir et à favoriser ce rapport asymétrique du point de vue des négociations. Après, concernant la question d'un État palestinien, je pense effectivement qu'à un moment ou à un autre, on devrait arriver probablement à cette formule. Reste à voir à quoi ressemblera cet État. Est-ce qu'il sera viable ? Comment va-t-on gérer la circulation entre les deux entités ? Comment va-t-on gérer la question très cruciale de la capitale, vu qu'Israël veut à tout prix que sa capitale soit à Jérusalem. Donc il y a tout le statut de Jérusalem, en sachant que Jérusalem-Est occupait la véritable Jérusalem et qu'Israël construit depuis son territoire une autre Jérusalem qui tend à englober la vraie Jérusalem, donc à judaïser d'une certaine manière donc la ville sainte et contrôler l'accès donc à cette ville sainte de manière entre guillemets ségrégée. Au cœur de cette ville vit notamment la communauté afro-palestinienne, juste à l'entrée de la mosquée Al-Aqsa.
Et je crois qu'il y a également donc, la question de la représentation et de la représentativité de la diaspora palestinienne qui est très importante. La diaspora peut jouer un rôle économique, politique et culturel crucial. Donc il faut effectivement qu'elle perpétue la mémoire de la résistance, qu'elle soit elle-même résistante en soi. Et je pense également que c'est très important que cette question des réfugiés palestiniens, alors je mets toujours réfugiés entre guillemets parce que c'est un terme qui est assez particulier dans le cas de la Palestine. On devrait plutôt parler de expropriés, puisqu'on est dans le cas d'une expropriation. Je crois que cette question-là, il faut réellement la prendre à bras le corps et la poser le plus fortement possible en essayant d'apporter des solutions, peut-être en dehors effectivement du cadre politique, plus dans le cadre sociétal. Mais là encore, la société israélienne est extrêmement écrasée, la gauche israélienne est extrêmement écrabouillée, quasiment inerte. Et ce sera très compliqué en sachant que ce pays se construit réellement sur la guerre. Yitzhak Rabin en a fait les frais. Voilà, donc il y a quand même des tensions très fortes. Il y a quand même une jeunesse israélienne très, 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 très à droite aussi. En concernant Jérusalem pour capitale, je crois qu'ils vont pas, même s'ils tendent à vouloir la judaïser, je pense sincèrement que non seulement ils n'y arriveront pas, et d'autre part, ils n'oseront pas. Pourquoi ils n'oseront pas. Il y a déjà eu plusieurs tentatives. Ça s'est terminé malheureusement dans le sang des deux côtés. Enfin, beaucoup du côté palestinien, effectivement. Mais ils savent très bien que le peuple palestinien est attaché à Jérusalem et que c'était ça. De toute façon, c'est une place que C'est toutes les très, trois très les grandes sensible. églises se disputent. Il y a les Palestiniens se la disputent, les chrétiens se la disputent, les Juifs se la disputent. Donc, tous les lieux saints, il y a l'église, il y a la mosquée, il y a voilà. Donc, c'est un endroit qui est stratégique pour... C'est pas tellement de la dispute, c'est-à-dire qu'il y a un partage. Quand on y va, l'espace est partagé, mais il reste ségrégué. C'est-à-dire que les services, entre guillemets, modernes s'arrêtent à la porte des Arabes. Le tramway marque vraiment la frontière entre la partie, entre guillemets, moderne, israélienne, et la partie arabe. À partir de la partie arabe, on arrête de ramasser les poubelles, on laisse les Arabes se débrouiller. Donc il y a vraiment une ségrégation dans cet espace-là. Et il y a de plus en plus de mouvements juifs extrémistes qui font exprès de rentrer dans la ville sainte en passant par la porte de Damas, qui est vraiment l'entrée réservée aux Arabes. Et donc du coup, il y a réellement des tensions, des formes d'insécurité réelles, mais en dehors de ces mouvements extrémistes, la population en tant que telle vit sa vie. Effectivement, on peut vivre correctement. C'est ça, c'est la question que j'allais poser. Quel est le quotidien des gens? Alors le quotidien, il est différent selon que l'on soit de l'autre côté ou pas du mur, parce qu'il y a toute une partie de la population qui est effectivement derrière un mur, entre guillemets, de sécurité, qui avait été construit donc par Israël, pour justement éviter soi-disant donc les incursions de terroristes. Mais c'est un mur qui sépare donc des villages, des familles, des travailleurs de leur lieu de travail. Donc il y a un contrôle en fait qui est exercé par Israël sur les travailleurs palestiniens par le biais de ce mur, et également des statuts qui sont de plus en plus mis en place. Et aujourd'hui, le statut d'habitant de Jérusalem, c'est quelque chose qui est très particulier. J'ai pas mal travaillé sur les Afro-Palestiniens qui sont dans la ville sainte, et la plupart n'ont aucune identité, aussi bien du point de vue palestinien qu'israélien. Ils ont juste un statut de résident habitant de Jérusalem. Et s'ils quittent Jérusalem, eh bien, ils se retrouveraient de facto apatrides. Donc il y a différents statuts qui existent, et c'est ces statuts-là qui, à mon sens, fondent toute la violence symbolique dominée justement par l'État d'Israël, dont on sait que parmi ces stratégies, il y a cette capacité à donner la nationalité ou des passeports israéliens, ou à tenter justement les plus résistants des Palestiniens avec ces mirages que sont la liberté de circulation. Donc c'est une résistance qui s'inscrit réellement dans les gènes, c'est une résistance qui s'inscrit dans la durée, et c'est une résistance qui, à mon sens, est aujourd'hui absolument nécessaire, parce que ce qui est en train d'arriver est quand même extrêmement sombre par rapport à ce qu'a pu être à un moment la Palestine. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre à rêver de voir un Nelson Mandela, c'est-à-dire le plus vieux prisonnier palestinien, Marwan Barghouti, sortir un jour et d'avoir la trempe de Nelson Mandela, et puis d'un jour de libérer ce peuple? Est-ce que ça ne peut pas rêver de ça aussi quand même? On a le droit de rêver. Maintenant, Marwan Barghouti, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira. Même Nelson Mandela ne savait pas, et puis un jour il est sorti de prison. Effectivement.
Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Non, j'y crois, parce que je me dis clairement, on aurait été effacé de la carte depuis longtemps si on n'avait pas eu dans nos gènes voilà, le gène résistant et l'envie de libérer la Palestine. Donc, que ce soit Marwan Barghouti ou quelqu'un d'autre, parce que vous avez fait la comparaison avec l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, on aurait bien pu le tuer, mais on ne l'a pas tué. C'est-à-dire que le régime ségrégationniste aurait pu l'éliminer, ils ne l'ont pas éliminé. Ils l'ont jeté en prison et puis au bout de 27 ans, il est sorti et il a fait de l'Afrique du Sud ce que l'Afrique du Sud est aujourd'hui. Pourquoi ne pas rêver? C'est pour cela que je repose la question, je vais vers vous. Pourquoi ne pas rêver de cela aussi du côté de la Palestine? Alors, ça peut être effectivement une solution, non pas forcément un rêve, mais plutôt quelque chose de réaliste. C'est-à-dire qu'il y a toujours la carte Barghouti qui est présente. Maintenant, reste à savoir dans quel contexte elle pourrait être jouée, tout en sachant que s'il y a libération, des conditions auront été remplies au préalable. Négociées donc reste à l'avance. Savoir quelles seront ces conditions. Maintenant, moi, personnellement... Vous savez, en tout ce qui est passé Nelson Mandela, on ne sait pas. Hein. Moi, personnellement, je reste toujours dans l'idée qu'il faut qu'il y ait vraiment un État unique, égalitaire, pluriconfessionnel ou autre. En tout cas, il faut rester un État. Oui. Je pense que un le État système israélien, de deux un État États... palestinien. Ou bien, non, un seul État unifié. Je pense que Vous le système de deux États ne peut pas fonctionner. Je l'ai dit personnellement en Israël, oui, de manière publique, c'est-à-dire que cet État ne peut pas durer à un moment ou à un autre. L'État c'est un petit bout de terre, imposer. en fait. C'est un petit vous bout l'avez de terre dit, qui c'est est un petit bout de limité. terre, oui. Et à un moment ou à un autre, il va imploser de l'intérieur parce qu'il est gangréné par des... Mais ils auront quelle nationalité? Ils seront quoi? Israélo-palestiniens? Ce sera la nationalité? Gangréné par quoi? Parce que là, vous abordez un autre sujet, un autre thème qui aurait nécessité un large débat. Mais on va quand même y aller peut-être pour 5 minutes à peu près avant de passer à autre chose. Les sociétés israéliennes et palestiniennes sont très différentes l'une de l'autre, diamétralement opposées. Néanmoins, aujourd'hui, il me semble extrêmement difficile de concevoir deux États qui resteraient en paix. Je crois que s'il y a création de deux États, on aura une guerre immédiate. On a vu un certain nombre de cas dans d'autres régions qui l'ont montré. Donc, à mon sens, si on veut réellement aller dans un sens d'une paix réelle, je ne la vois pas se réaliser en dehors d'un seul État unifié, ce qui signifie bien évidemment l'abolition de l'État juif en tant que tel. Donc, c'est une position qui est effectivement plus radicale qu'on ne le croit, mais c'est à mon sens la plus pertinente et la plus nécessaire par rapport à cette région. Mais comment on le gère? Comment on fait la passation de services? Il y a tout de rôle je ne sais pas, parce que moi, ça me paraît un peu très, très compliqué, ce dont vous parlez, qu'il y ait un État unifié. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis persuadée qu'en tout cas, l'État d'Israël, tel qu'il est actuellement, en tout cas, refusera toujours d'avoir un seul État à partager avec les Palestiniens. Ça, alors ça, j'en mets ma main à couper, jamais ça n'existera. Donc, ils n'accepteront la naissance d'un État palestinien, non? Vous pensez non, mais c'est accepter déjà l'existence du Palestinien. Vous pensez qu'en 2021, 2016, nous en sommes encore là? Mais bien sûr. Vous le pensez? Mais bien sûr. Jusqu'à présent, les ministres en Israël ne considèrent les Palestiniens même pas comme des êtres humains. Même quand c'est les travaillistes qui sont au pouvoir? Parce qu'on sait que la droite, elle se droitise excessivement. Mais quand c'est la gauche, quand même, qu'on appelle les travaillistes en Israël, c'est quand même une politique assez différente, tout de même. C'est une politique assez différente, moins extrême. Mais il n'y aura jamais acceptation, je pense, du Palestinien en tant que tel, en tant que citoyen à part entière, au même titre que l'Israélien. Il y aura toujours une différence et une hiérarchisation entre l'Israélien et le Palestinien, c'est clair. Donc un seul État, pour moi, c'est juste inconcevable, c'est une utopie. D'accord. Oui. Et pour vous, c'est quoi la solution ? Pour moi, c'est quoi la solution? J'ai pas la solution. J'ai pas la prétention d'avoir la solution, d'autant plus que oui, je suis palestinienne, mais je me sens pas du tout en droit de parler au nom de ceux qui habitent là-bas. Déjà, il me semble que avoir le droit de circuler, le droit et la liberté de circuler sur le territoire normalement, ce serait déjà un acquis énorme. Après le statut du pays, qu'il soit un ou deux États, je pense que, honnêtement, ça est égal à peu près à 90% des Palestiniens. C'est avoir les mêmes droits que les Israéliens, avoir les mêmes droits de circulation. Voilà.
vivre normalement. Oui, c'est d'ailleurs malheureusement l'une des stratégies d'Israël qui donne justement ce droit-là à une partie de la jeunesse palestinienne. Donc je pense qu'il faut être extrêmement... À une partie de la jeunesse palestinienne, c'est-à-dire l'État d'Israël donne la nationalité et donne des outils de circulation à un certain nombre. Ce qu'on appelle les alors, Arabes et attention, Israéliens. il faut faire une différence entre avoir la nationalité C'est et les être Arabes, vous parlez des considéré Arabes et tel quel. Israéliens, c'est ça. Les Arabes israéliens, vous parlez Oui, des Arabes des israéliens. Oui. Donc je pense qu'il faut faire attention aussi. Même les Arabes israéliens ne sont pas considérés légaux des Israéliens. Ils n'ont pas les mêmes droits en Israël que les Israéliens. De confession Musulmane. juive. Juive. Oui, mais en fait, sur la hiérarchie, on est tout à fait d'accord. Il y a bien évidemment une hiérarchie, une ségrégation au niveau de l'État d'Israël dans sa politique même. Maintenant, la question des États, donc la question de l'entité juridique, elle est différente de la question de la hiérarchie des populations. Et c'est en travaillant, je pense, sur la question de l'entité juridique qu'on peut trouver, à mon sens, des avancées sur la question de la hiérarchie. Mais ça demande effectivement du travail. Moi, je pense que c'est le contraire. À partir du moment où on considère, enfin, l'État d'Israël considère le Palestinien égal aux citoyens israéliens de confession juive, je précise, là, on pourrait éventuellement discuter. Alors, on fait quoi? Un seul État ou deux États? On peut pas commencer. Sur le plan international, ça revient au même, puisque c'est des questions d'entité juridique. C'est-à-dire qu'un peuple est toujours représenté. En fait, le problème qui se pose, c'est celui du fait que l'on fonctionne sur des modèles d'État-nation et que le peuple palestinien, en tant que tel, a une question de représentativité qui se pose et que lui oppose à chaque fois l'État d'Israël pour refuser de le reconnaître en tant que tel. Donc, d'une certaine manière, cette question de la représentativité et du problème même de la diaspora et des réfugiés, c'est à mon sens aussi l'un des moyens de régler politiquement la question. Donc, après, bien évidemment, il n'y a pas de solution miracle. Lorsque j'évoque la possibilité d'un seul État, je n'évoque que le fait que de ce qui me semble aujourd'hui peut-être le plus utopiste, mais en tout cas le plus judicieux peut-être. Le plus judicieux dans ce cadre-là. Maintenant, bien évidemment, la classe politique israélienne et les alliés israéliens sont radicalement opposés à cette vision des choses, mais c'est vers cela qu'il faut tendre. Est-ce que du côté des Palestiniens, c'est la même vision aussi? Je ne pense pas que ce soit la même vision qui veut absolument s'imbriquer, parce que quelque part, ce serait accepter de s'imbriquer dans l'État d'Israël. Oui, c'est... Est-ce que vous pensez que les Palestiniens l'accepteraient? Alors, comme ça a été rappelé, je crois qu'il y a la question de la circulation qui est très importante. Pouvoir circuler librement, avoir le droit d'aller où on veut, je crois que c'est très important. Ensuite, l'égalité des droits, bien évidemment. Mais cette égalité des droits, il faut qu'elle soit garantie par des entités juridiques et par des représentants politiques. Donc on en revient finalement au même problème. Ensuite, d'un point de vue culturel, la culture palestinienne est tout à fait en mesure, je pense, dans un cadre où elle dispose d'un appareil de protection culturelle et politique, elle est tout à fait en mesure, à mon sens, de se régénérer et d'être en mesure, je pense, je ne vais pas dire de se répandre dans l'ensemble du territoire, mais elle est tout à fait en mesure de résister. Il faut à voir la l'exemple de la Jordanie, le pays. Je vais prendre l'exemple de la Jordanie. 70% de la Jordanie est composé de réfugiés palestiniens. C'est ça. Avant l'arrivée des Palestiniens, la Jordanie n'existait quasiment pas. C'était le désert. Clairement, ce sont les Palestiniens qui ont construit le pays. Donc oui, bien sûr que les Palestiniens peuvent rebondir, ils l'ont toujours fait. Partout où ils vont, ils ont toujours rebondi. Donc c'est pas là le problème. Le problème, il est au niveau politique. Pas au niveau, tout à fait, pas au niveau du peuple. Mais sur le plan international, la solution qui a toujours été la plus élaborée, la plus en vue, c'est celle de la constitution de deux États distincts, c'est-à-dire qu'un État palestinien juste à côté d'un État israélien. Alors vous parlez du fait que les colonies qui sont installées de part et d'autre font que sur le plan géographique, ça devient un peu compliqué parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on pourrait les tracer. Ce serait vraiment un véritable labyrinthe. Ce sera un État labyrinthique si on essaie de le constituer sur le plan géographique. C'est techniquement impossible. De toute façon, tant qu'Israël continue à coloniser, il ne peut pas y avoir deux États. La colonisation ne se termine pas et
elle s'est encore plus accentuée avec le mur. Parce qu'en Avec fait, l'arrivée de... Alors, en off, on parlait, moi je vous disais, avec l'arrivée de Netanyahou, parce que Ariel Sharon était quand même... Ariel Sharon, avant il est décédé aujourd'hui, mais on sait qu'il a été quand même l'un des rares à avoir pu neutraliser les colons, à avoir amené l'armée sur les territoires des zones qui étaient occupées par les colons, les empêcher de construire, parce qu'il disait qu'il était temps que ça s'arrête. Peut-être que Ariel Sharon a mauvaise réputation pour les massacres de Chabra et Satilassa, on le sait bien, mais peut-être que l'âge aidant et au crépuscule de sa vie, il s'est un peu adouci, s'est un peu assagi, et lui, il parlait même de 2 États palestiniens. Il disait qu'Israël ne pouvait pas vivre comme ça à côté de la Palestine. Il n'y avait pas 2 États, c'était plus possible. Ils se sont rendus compte, ce sont des êtres humains. Je ne dis pas que ce ne sont pas des anges, mais à un moment, quand même, ils se rendent compte que ad vitam aeternam, vous ne ferez pas la guerre, parce qu'on sait que déjà aujourd'hui l'impact que cela a sur l'économie israélienne. Oui, ne croyez pas que c'est pas assez pour eux aussi sur l'économie israélienne aussi. Que ce soit Ariel Sharon ou Netanyahou, ils ont toujours fait un pas en avant pour en faire 10 en arrière. C'est toujours nous retirer des colons d'un quartier ou d'un village pour en mettre des centaines d'autres ailleurs. Donc c'est juste une politique hypocrite. C'est juste de la poudre aux yeux pour calmer juste les tensions à un moment donné. C'est tout. Mais il faut dire qu'Ariel Sharon s'est adouci avec l'âge ou au crépuscule de sa mort, non, j'y crois pas trop. Non, oui, disons que ce sont, comme on dit, des gages donnés à la communauté internationale, mais sur place, la situation a empire. Donc, ouais. Alors, on va revenir donc un petit peu, l'émission tire complètement à sa fin. On va parler de ce mois, effectivement, de la Palestine et du rôle de la diaspora palestinienne en France, dont vous faites partie. Oui. Alors, comment se déroule ce mois de la Palestine ? Et vous avez commencé à donner quelques éléments. Oui, alors j'ai donné quelques éléments tout à l'heure. Donc, essentiellement... On a de la chance d'avoir beaucoup d'événements, que ce soit sur Paris, mais aussi en banlieue et en province. Sur Paris et en banlieue, l'événement essentiel, et à noter dans vos agendas, c'est le festival Ciné Palestine, qui va y avoir lieu du 23 mai au 5 juin et qui va projeter des films à Paris, donc à l'Institut du monde arabe. D'ailleurs, l'ouverture va se faire avec le film qui s'appelle 3000 Nights, le 23 mai à l'Institut du monde arabe. Des films aussi qui vont être projetés à Saint-Denis et à Aubervilliers. Aussi beaucoup d'initiatives à Nuit debout. Nous avons des commissions Palestine, aussi en province. En province bien sûr. Il y a beaucoup de villes qui font aussi des Nuits debout, même des événements tout au long de l'année autour de la Palestine, et aussi beaucoup d'événements autour de la commémoration de la Nakba. Et donc le 4 juin à Mantes-la-Jolie va y avoir un grand événement aussi de commémoration de la Nakba. Donc voilà. Et donc vous avez un blog ou un site? Alors j'ai les deux. Donc moi je lutte à ma manière contre l'oubli. À savoir, j'écris mes ressentis, moi, par rapport, en tant que réfugiée palestinienne vivant en France, ma frustration de n'avoir jamais pu voir mon pays. Mais pourquoi vous n'y allez pas? Écoutez, tout simplement parce que toute ma famille, en 1948, s'est retrouvée dans les camps de Zarqa, qui se trouvent en Jordanie. Ils ont bâti leur vie là-bas, et ensuite mon père est parti très jeune en France, donc c'était pas un choix, c'était juste un hasard parce que son frère était là, et donc il a décidé de venir en France, sachant que la diaspora palestinienne est essentiellement située soit en Amérique du Nord ou même en Amérique du Sud, à savoir au Brésil, au Chili, très peu en Europe. D'ailleurs, vous remarquerez qu'en France il y a très très peu de Palestiniens. Il y en a beaucoup plus en Allemagne, parce qu'à une époque, effectivement, ils donnaient l'asile plus facilement qu'en France. C'était beaucoup plus simple d'y accéder, à l'époque par Berlin-Est, dans les années 80. Le regroupement familial était très simplifié. En France, ça a toujours été très compliqué. Ça l'est toujours. Et ça l'est de plus en plus. Donc voilà. Notamment avec l'attachement indéfectible avec l'État d'Israël ces dernières années, n'est-ce pas? C'est encore plus compliqué en France.
La diaspora donc palestinienne s'est aussi beaucoup retrouvée en Suède, au Danemark, donc c'est vraiment les pays du Nord. Ils ont été guidés donc vers ces pays-là. Donc à l'époque, c'était surtout, par l'UNRWA. Qui leur conseillait d'aller là-bas justement parce que il y avait énormément d'aide donc pour les réfugiés, le statut pour l'asile politique. Mais sinon, c'est surtout les pays anglo-saxons, comme les États-Unis, le Canada, qui accueillent donc la diaspora palestinienne. Donc oui, moi, ma manière à moi de lutter contre l'oubli, notamment en France, parce qu'il y a quelques années, on parlait très très peu de la Palestine, on savait même pas ce que c'était ni où c'était. Enfin, moi, je l'ai vécu dans ma chair, ou même dans mon vécu tous les jours. Quand je disais que j'étais palestinienne, personne ne savait. Ah bon, c'est quoi ça, la Palestine? C'est où? Et donc là, j'ai 2 blogs. Donc un blog où j'écris des textes, donc pour exprimer tous mes sentiments sur ce que je ressens. Et aussi, j'ai un blog de cuisine palestinienne. Parce qu'il faut savoir que la colonisation n'est pas uniquement en termes territoriaux, elle est aussi en termes culturels, et que le colon israélien essaye de s'approprier notamment notre cuisine et à dire que ça leur appartient alors que c'est totalement faux. Donc moi, pour remettre les points sur les i, j'ai créé d'abord c'était une page Facebook et ça marche très bien. Je l'ai étendu, j'en ai fait un site. Et je donne aussi des cours de cuisine parce que moi, ce que je veux, c'est que tout le monde puisse cuisiner palestinien, que ce soit banalisé, que ça rentre dans les mœurs, comme on parle de la cuisine italienne, française, marocaine, tunisienne, peu importe. Et comment vous l'avez appris alors que vous êtes pas née en Palestine? Pardon? La cuisine palestinienne, comment est-ce que vous la maîtrisez alors que vous n'êtes Alors, pas née, d'abord, bien sûr, par ma maman. Okay. Et j'ai vécu plusieurs années en Jordanie. Donc, j'ai côtoyé beaucoup de Palestiniennes là-bas, notamment ma famille, mes tantes, mes grand-mères, toutes les femmes, même les hommes. Les hommes adorent cuisiner, je tiens à préciser, dans les pays. Hommes palestiniens. Ouais, les Palestiniens aussi. Et donc là, j'ai pu effectivement peaufiner mon petit livre de cuisine pour mon répertoire et voilà. Est-ce que vous pouvez donner les liens de votre blog et de votre D'accord. site? Alors, sur la page Facebook, ça s'appelle Les petits plats palestiniens de Rania, donc petit, sans E. Et le blog, c'est les petits plats palestiniens de Rania, wordpress.com. Wordpress.com. Et voilà, donc là, je donne des recettes, mais je parle aussi de culture, la manière, tout ce qu'il y a autour de la cuisine palestinienne, l'histoire, et donc aussi les cours de cuisine pour les gens qui veulent venir et apprendre. Et donc partager aussi avec les autres. Et je dois dire que ma plus grande fierté aussi, c'est quand j'ai reçu des messages de gens qui se trouvent à Marseille, qui ont créé des événements palestiniens, qui m'ont remercié, qui ont réussi à faire enfin un grand événement avec de la cuisine palestinienne grâce au blog. Et voilà, moi c'est ça, c'est ce que je... C'est votre contribution. Voilà. Alors nous avons pratiquement terminé. Un dernier mot, Hamzat Boukari? Écoutez, non, je pense que c'est très important effectivement de se rendre donc à ce festival Ciné-Palestine. Je crois que c'est important de montrer une solidarité sans faille avec cette cause qui mobilise dans le monde entier, en dépit de ce que les médias ou les différents gouvernements laissent entendre. Je crois que, comme disait Nelson Mandela, tant que la Palestine sera occupée, le monde ne sera pas libre. Donc, voilà, juste une dernière, rebondir rapidement sur le festival Ciné-Palestine, d'autant plus à encourager que les réalisateurs et les producteurs s'autoproduisent et la majorité des films sont réalisés et produits uniquement grâce à des dons et qu'ils sont très 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 talentueux, et aussi le festival Ciné-Palestine vit et est créé grâce aux dons que nous recevons. Et vous pouvez aller sur le site du festival Ciné-Palestine et contribuer avec votre don si vous le souhaitez pour nous aider. Merci infiniment, merci Rania, merci Hamzat, et merci à tous les auditeurs de Radio Fréquence Paris Pluriel, surtout un merci spécial du côté de la technique à Lucien. Merci.
Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. FPP 106.3. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Fréquence Paris Pluriel. Tu es un esclave, Néo. Avec FPP, vous avez le choix. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.